dans la bibliothèque de la ferme. Alors, nous allons maintenant aborder la deuxième origine chrétienne de ce que Pierre Mussot nomme la religion industrielle. La vision de la nature subit à la Renaissance de profondes transformations. Je ne vais évoquer pour l'instant que deux d'entre elles. J'ai prévu toute une série de causeries spécifiques pour parler de notre rapport à la nature, car c'est un énorme morceau. Mais pour le moment, on va se contenter d'un rapide balayage de cette question, sinon le risque de se disperser est trop important. Ce qu'il faut savoir, c'est que, à partir du XVIe siècle, s'impose une nouvelle vision, une nouvelle représentation de la nature. À la Renaissance, la nature devient autonome. Elle est vue, elle est perçue, elle est représentée comme un grand autre. Alors comme je viens de le dire, je ne m'attarderai pas sur les raisons de ce basculement. Mais il suffit pour le moment de savoir qu'à partir de la Renaissance, la nature va être vue comme un décor machinique construit par Dieu. Comme au théâtre, il y a la scène, ce que nous voyons, et il y a l'arrière-plan, là où se cachent les mécanismes qui font les mouvements. Ainsi, la nature est assimilée à un objet, une machine, et elle est donc soumise à des lois de fonctionnement. L'homme peut donc apprendre à en manier les leviers, il peut apprendre à maîtriser la nature sans l'aide de Dieu, à condition qu'il en connaisse les lois créées par Dieu. Et ainsi, il deviendra seul maître de la nature. On a là, grossièrement résumé, le raisonnement qui commence à se propager à partir d'une croyance, d'une représentation particulière de la nature, comme quelque chose, un objet, une machine, extérieure à nous. Alors à partir du moment où la nature n'est plus qu'un simple décor, l'homme peut se considérer comme extérieur à elle. L'homme n'est donc plus dans, mais devant ou face à la nature. De la même manière qu'il est face à une machine, l'homme peut voir la nature, il peut la représenter. Et enfin, il peut agir sur elle. Pourquoi? Il y a à cela deux raisons. D'abord, si la nature est extérieure à l'homme, ça veut dire qu'il peut se l'approprier comme toute autre chose. Il suffit d'y poser des conditions. Deuxièmement, l'homme peut transformer la nature car elle n'a ni finalité ni intention. La nature n'est plus ce monde vivant, mystérieux, magique, doté d'une volonté ou d'une conscience propre. À partir de la Renaissance, elle n'est plus qu'un décor machinique qui obéit à des règles impersonnelles, des règles créées une fois pour toutes. Dieu a créé ces lois, et lui seul peut les suspendre pour un moment en accomplissant des miracles. Le XVIe siècle, c'est la Renaissance, venue d'Italie, mais c'est aussi le protestantisme, venu du nord de l'Europe. En opposition ou en réaction au catholicisme, le protestantisme va affirmer que la nature est corrompue et que l'homme ne peut trouver sa spiritualité qu'en lui-même. Alors là aussi, je ne vais pas entrer dans le détail de questions très complexes et que je ne maîtrise absolument pas. Ce qu'il faut en retenir, c'est que, d'après Pierre Mussot, cette représentation de la nature comme une mécanique a autorisé le mouvement qui la soumet à la science appliquée. Car, si la nature a ses secrets, la science peut la percer à jour et la technique peut l'imiter pour la transformer.
Alors on va voir maintenant concrètement comment cela s'est passé. Au XVIe siècle, donc, la nature est dévalorisée, dédivinisée et autonomisée, c'est-à-dire qu'elle apparaît comme quelque chose d'autre, une machine autonome qui obéit à ses propres lois. Ainsi réduite à une simple mécanique, elle va devenir objet de connaissance, de mathématisation, d'exploration et d'exploitation. Cela va se passer en deux temps. D'abord au XVIIe siècle avec ce que Pierre Mussot appelle le miracle des années 1620, c'est-à-dire le trio Galilée, Descartes, Bacon. Ces trois savants vont définitivement fixer notre représentation de la science et de la nature. Au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières donc, deux visions de la nature vont s'opposer, celle de Rousseau d'une part et celle de l'école écossaise d'autre part. Comme on va le voir, Rousseau va célébrer la fiction de l'état de nature, celle du bon sauvage. Les Lumières écossaises, au contraire, vont célébrer la transformation de la nature par les sciences et les techniques. Nous sommes encore aujourd'hui les héritiers de cette opposition. Donc, Galilée n'a pas inventé le télescope, mais il en a fait un usage qui va révolutionner notre représentation du monde. En effet, sa découverte va imposer une idée révolutionnaire. C'est une invention humaine qui nous dévoile la vérité et non plus la Bible ou la parole divine. Ce n'est plus la théologie, mais l'ingéniosité humaine qui peut nous révéler la vérité du monde. L'art de fabriquer est devenu le prototype de la science. L'ingénieur remplace le théologien, c'est lui qui peut découvrir le vrai système du monde. Désormais le savant, c'est l'ingénieur aidé de l'artisan. Désormais le savant, c'est l'ingénieur aidé de l'artisan. Nous sommes toujours au XVIIe siècle et Dieu n'est pas évacué de ce système de pensée. Bien au contraire, puisqu'il est considéré lui-même comme l'ingénieur suprême. Dans cette nouvelle représentation, Dieu est celui qui a défini les lois communes et identiques de l'univers. Et on en arrive à la troisième conséquence de la découverte de Galilée. L'univers remplace le cosmos. Le cosmos, c'est une unité fermée où chacune des parties a une place bien déterminée. Le cosmos forme un tout hiérarchiquement ordonné. L'homme y est souvent représenté au centre. L'univers, par contre, est un ensemble ouvert. Il s'étend indéfiniment. Il est uni par des lois. Ces lois sont identiques en tout lieu de l'univers. Dans cette représentation, l'univers est assimilé à une grande horlogerie, à un immense mécanisme gouverné par des lois universelles, mathématiques et éternelles. La nature dans cette vision de l'univers est elle-même une mécanique vivante. Elle fonctionne comme une machine. L'homme peut donc la manœuvrer. Il peut en dévoiler les secrets et pour cela, il doit se rapprocher de Dieu, qui est l'ingénieur divin, sans enfreindre les limites posées par la théologie. Car Dieu est bien le grand ordonnateur de l'univers, c'est-à-dire qu'il définit les lois qui font le bon ordre des choses. Car Dieu est également le grand législateur. C'est lui qui a créé les lois de l'univers. Il les a créées rationnellement une fois pour toutes. Et ce sont ces lois qui gouvernent l'univers. Ce sont elles qui assurent le bon fonctionnement du monde. Ces lois de l'univers ont créé un monde ordonné et non pas chaotique, car elles sont rationnelles.
l'ordre de l'univers repose sur la rationalité scientifique de ses lois. Dieu peut aussi suspendre ses lois et accomplir des miracles. Nous sommes toujours, au XVIIe siècle, dans un monde régi par Dieu. La question ne se pose pas encore. Il faudra attendre encore un siècle pour que le mathématicien, astronome, physicien et homme politique français Pierre-Simon de Laplace réponde à l'empereur Napoléon qui l'apostrophait: « Comment? Vous donnez les lois de toute la création, et dans tout votre livre, vous ne parlez pas une seule fois de l'existence de Dieu. » Sire, lui aurait répondu Laplace, je n'avais pas besoin de cette hypothèse. Au XVIIe siècle, par contre, l'hypothèse du Dieu créateur est encore nécessaire. Dieu est encore le législateur et l'ordonnateur de l'univers, et à ce titre, il est extérieur au monde qu'il a créé, il n'intervient que pour accomplir des miracles, c'est-à-dire pour suspendre, pour un moment seulement, des lois qui autrement fonctionnent sans son intervention une fois qu'il les a édictées. On a donc ce syllogisme: Dieu est extérieur au monde, l'homme s'apparente à lui, donc l'homme peut comprendre le monde et il peut agir sur lui. Il lui suffit, pour cela, de retrouver les lois que Dieu a pensées pour la création. Et on a là le programme que se fixera la science moderne au XVIIe siècle, puis l'économie politique au XVIIIe. L'homme, à travers le savant, peut et doit comprendre ces lois pour manœuvrer et dominer la nature. On a vu que dans les monastères, la modération, l'ordre, la ponctualité, l'honnêteté, la discipline, la mesure et l'ascétisme des moines avaient permis de maximiser toutes les activités matérielles pour les rendre efficaces. Cette mesure en toute chose, cette rationalité dans le travail manuel, et notamment dans l'exploitation de la nature, c'est ce que Pierre Mussot appelle l'industriation. L'industriation, c'est la rationalité mise au service de la production. L'efficacité dans le travail devait permettre aux moines de se consacrer pleinement à Dieu. Tous les membres de la communauté devaient collaborer dans un même but. Ce but, cette finalité, n'était pas le progrès économique, mais la nécessité de poursuivre des fins religieuses et morales. Si la norme d'efficacité dans le travail était légitime, c'est parce qu'elle visait le salut des âmes. Au XVIIe siècle, tout va changer. L'industriation va se déployer dans deux nouvelles institutions, et ces deux nouvelles institutions ont été créées pour répondre au nouveau programme philosophique de domination de la nature. Ce sont la manufacture et l'Académie des sciences. Ces deux institutions vont conserver le critère d'efficacité, mais au service d'une nouvelle finalité. Désormais, la norme d'efficacité va reposer sur une nouvelle légitimité qui ne sera plus le salut des âmes. Pour Pierre Mussot, deux philosophes définissent nettement ce programme: Francis Bacon et René Descartes. Pour Bacon, le but des scientifiques est d'effectuer tout ce qui est possible pour dominer la nature. Pour Descartes, l'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature. On va voir maintenant comment ces deux auteurs vont définir une nouvelle vision du monde
qui se donne pour objet d'appliquer la science et le calcul à la production.